Bien, bonjour Joseph, ravi de te retrouver. Bonjour Marc. Euh, on s'était connus sur par le biais, non oui, on se connaissait pas avant, par le biais d'une formation sur la prospection Absolument. en mode intense, voilà. Du coup, c'est comme ça qu'on s'était connus il y a déjà quelques temps. Je trouvais intéressant qu'on puisse échanger par rapport à ce que tu es en train de faire aujourd'hui, mais est-ce que tu peux nous présenter ce que tu as fait sur le plan professionnel, voilà, de quel endroit tu nous parles? Ok, parfait. Donc moi, Joseph Byzanti, aujourd'hui j'habite à Rennes, enfin, sur les alentours de Rennes. Ma carrière, en gros, dans l'IT, j'ai commencé il y a un peu plus de 11 ans, c'était en 2013, bientôt 12 ans. J'ai commencé l'IT en étant technicien support pour les grosses entreprises, donc vraiment du support utilisateur assez classique sur des centres d'appel pour des clients type Crédit Agricole, LVMH, Chanel et compagnie. Spécifiquement, j'étais au Crédit Agricole. Donc j'ai commencé, j'ai fait mes armes comme ça en tant que technicien. Après, j'ai plutôt évolué côté opérationnel, donc sur du poste de management, avec du suivi de clients, de l'optimisation, et c'est là que j'ai un peu pris goût à l'industrialisation du support. On vient vraiment parler d'industrialisation dans le sens où on essaie toujours d'optimiser les process, de gagner en efficacité sur chaque appel. On essaye de se dire, ok, pourquoi on a eu cet appel déjà? Est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Si oui, comment? Donc faire les actions, qu'elles soient infra ou logicielles derrière, pour corriger en tout cas le dysfonctionnement, ou des fois ça peut être juste des choses qui sont mal paramétrées, ou des fois ça peut être même un champ qui est pas forcément explicite et du coup ça met l'utilisateur un petit peu en doute. Donc vraiment ce travail sur l'utilisateur. C'est vraiment de là que vient ma culture, c'est pour ça que j'en parle de façon un peu plus approfondie, parce que j'ai vraiment ce sens du service à l'utilisateur et en fait on vient toujours se poser la question de ok, l'utilisateur il a rencontré une problématique ou il a une question, mais pourquoi il a eu cette question? Et donc on vient essayer de mettre en place toutes les actions possibles, en tout cas pour rendre son environnement le plus fluide possible et le plus user-friendly possible. Et donc ensuite pas mal d'opérationnel management avec de la gestion de connaissances, de l'incidentologie, du pilotage de clients. Pilotage de clients qui va forcément derrière sur un petit peu de projet, et puis on essaye de faire grossir la prestation. Et c'est en essayant de faire grossir la prestation, de proposer un petit peu des solutions annexes que j'ai voulu tenter le commerce. Et j'ai eu la chance d'avoir un employeur qui m'a suivi et qui m'a permis de passer ingénieur d'affaires dans une grosse ESN. Donc petite fierté personnelle, mais j'étais le seul ingénieur d'affaires à pas avoir de bac plus 5 dans cette entreprise, qui normalement était un prérequis, hein, donc j'ai failli pas évoluer à cause de ça. Donc ça a permis un peu de changer les mentalités. Alors moi je m'étais mis double pression, parce que au-delà de réussir pour moi, je me devais aussi de réussir pour les autres, Hum, hum, parce hum. que je voulais réussir à ouvrir une porte. Et ça a plutôt bien fonctionné, parce que du coup j'ai pas été le seul à pouvoir évoluer comme ça par la suite. Ils se sont dit bah finalement ça marche pas trop mal, donc pourquoi on dirait non aux autres? Parce que bah, le commerce après c'est comme tout, hein, c'est les compétences qui s'apprennent, mais bah, quand on a déjà quelques années d'expérience, en tout cas dans un domaine, bah, finalement c'est aussi plus simple d'en parler vu qu'on le connaît sur le bout des doigts. Et quand on parle avec un prospect, bah forcément c'est super fluide. Oui, puis sur la partie commerciale, c'est pas, c'est bien. Enfin, moi j'ai un bac plus 5, mais c'est pas forcément ça qui va faire que tu es un bon commercial. Tu vas Non, connaître les théories, c'est vraiment sur le terrain. bah de toute façon c'est comme plein de sujets. Alors, effectivement, si on veut faire médecine, on pourra pas se passer de faire les études parce qu'on est obligé de bachoter des choses. Autant il y a des sujets sur lesquels effectivement je peux être moins poussé que quelqu'un qui a fait un master en commerce. Et il y a aussi beaucoup d'apprentissages qui se font dans le cadre de l'expérience et quand on arrive à plus de 10 ans d'XP sur un domaine, plus on avance en expérience, moins le niveau d'études devient important sur un Ouais, sujet ouais. donné. Donc voilà, en tout cas c'était ma petite fierté personnelle et ça s'est plutôt bien passé. Suite à ça, j'ai changé pour aller dans une plus petite boîte, qui était une petite ESN de 150 personnes qui voulait plutôt évoluer pour réussir à accéder au marché ETI et un petit peu plus grand compte. Et donc l'idée c'était de les accompagner sur la stratégie commerciale, sur la stratégie de produit, parce que effectivement eux ils s'étaient développés plutôt sur l'accompagnement des TPE PME, qui n'ont pas forcément les mêmes besoins, qui n'ont pas forcément la même vision d'un prestataire, pour une raison qui est très simple, c'est qu'une petite entreprise souvent elle n'a pas de direction des systèmes d'information.
Et donc on va plutôt passer avec des directeurs des achats ou directement par les fondateurs pour aller vendre un service. Et donc on parle à des gens qui ne connaissent pas l'informatique. Et donc on vient plutôt résoudre une problématique expliquée de façon très vulgarisée. Alors que quand on va attaquer de l'ETI et du grand compte, on est souvent sur des boîtes qui ont, elles, des directions des systèmes d'information, donc avec des directeurs des systèmes d'information, des responsables IT, infra, et donc on parle avec des sachants. Et donc on peut pas avoir le même niveau de discours et on peut pas vendre les mêmes choses, en tout cas pas de la même façon. Donc c'est là-dessus que j'ai essayé un petit peu de les accompagner pour un peu faire évoluer les produits, en tout cas la façon dont on les présentait et la façon dont on pouvait les commercialiser. Et puis en même temps, on commençait à attaquer la cible. Voilà, donc ça c'était un petit peu le parcours. Là-dessus, où moi je voulais aussi progresser en prospection parce que c'était un sujet que j'avais pas encore trop travaillé. Parce que quand j'étais sur les grosses ESN, en fait, le fait d'être dans une grosse ESN fait qu'on a déjà la réputation et que finalement la prospection c'est pas forcément un sujet pour faire la croissance. On arrive beaucoup à travailler avec nos partenaires. En plus, on a des directions, des relations partenariats qui nous fournissent directement des partenariats entre guillemets clés en main. Alors, c'est-à-dire, il faut travailler le client, mais en tout cas, tout est déjà fait en termes d'achat, les cycles sont déjà faits. Donc c'est vrai que j'avais peu besoin de faire cette partie prospe. Et donc c'est quelque chose que je voulais vraiment travailler. C'est là-dessus qu'on s'est rencontrés en bootcamp, ce qui était super bien d'ailleurs. Euh, et maintenant, je suis fondateur, donc avec mon associé, hein, donc cofondateur de la société. J'ai un grief contre toi parce qu'on avait un challenge et t'es passé devant moi. Et ça, Euh, ça c'est pas normal. En plus, je vous ai laissé un peu de temps, mais bon, excuse-moi, j'avais un peu trop la dalle. Mais ouais, c'est vrai que j'étais un peu chaud, ouais. J'étais un peu chaud patate. Et Et du coup, du coup, maintenant, qu'est-ce fondateur que de ma tu fais société, ouais. maintenant? Alors, la société s'appelle Unique SI, pour deux raisons. Unique, parce que vraiment, c'est point d'entrée unique, et SI pour système d'information. Pourquoi, d'où ça vient? Alors, j'ai expliqué mon parcours. Faut savoir que mon associé a sensiblement le même parcours que moi, sauf que, au lieu d'avoir bifurqué, pardon, vers la partie commerciale après la partie opérationnelle, lui, il a bifurqué vers la partie intégration de logiciels, vraiment dédié à l'IT, et la partie data. Donc lui, c'est vraiment plutôt spécialisé dans la technique et continue d'approfondir cette partie analyse et intégration d'outils pour justement piloter au mieux. Là où moi, du coup, j'ai plutôt évolué sur la partie commerce. Mais sinon, on a à peu près le même parcours. On a fait les mêmes sociétés, hein, on s'est croisés dans les deux principales ESN de mon parcours. Et donc, on a vraiment cette culture tous les deux de l'utilisateur. Et on s'est rendu compte que les TPE n'étaient pas du tout accompagnés sur tous les sur tous les sujets qui sont liés justement à cette optimisation de l'environnement numérique et même sans parler d'optimisation, ne serait-ce que de mise en place. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup de sociétés qui fonctionnent avec des Google Sheets ou des fichiers Excel, aucune notion de sécurité de données, aucune notion de workflow, aucune notion de centralisation de l'information, et finalement ça crée des problématiques qui peuvent être diverses et variées. Alors on va pas parler de celles qui font peur, hein, comme de la cyber, parce que il y a quand même une stat qui est assez affolante, c'est que 80% des TPE qui se font hacker ferment dans l'année. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on essaye d'être très actif. On promet pas à nos clients qu'ils vont pas se faire hacker, parce on peut pas mettre de cyber pour une TPE, ça coûte beaucoup trop cher. J'entendais alors les chiffres varient un petit peu, mais c'est entre 25 et 30% des entreprises qui pour faire court, qui se font pirater et Oui, qui subissent et en particulier les petites entreprises. Et effectivement, les gens se rendent pas compte que ça concerne beaucoup de monde. C'est pas juste une fois de temps en temps. ouais. C'est juste qu'en général, on n'en parle pas publiquement et effectivement, ça peut être grave, quoi. Il y a plusieurs enjeux, mais le principal c'est quand même le maintien de l'activité. C'est ce que je te disais, c'est on peut pas mettre de cyber ultra poussé comme on pourrait faire pour un groupement de cliniques, par exemple, privé, qui a des fonds et qui est obligé de mettre des fonds là-dedans. Par contre, on peut sécuriser les données, Mhm. assurer au moins des backups et se dire que, ok, déjà on va réduire au maximum le risque de se faire pirater, autant que possible, on va dire sur un budget très serré. Par contre, la promesse, elle est plutôt de dire que même s'ils se font pirater, ils vont pas fermer, c'est-à-dire qu'ils perdront pas leurs données. Au pire, ce sera chiant, ils passeront peut-être une ou deux semaines qui seront pas terribles, peut-être que les nuits seront courtes, mais en tout cas, la boîte s'en remettra.
Et ça, c'est une promesse qui est importante parce que ça permet quand même de pérenniser l'activité et au moins de se dire, on a assuré nos arrières, si jamais ça arrive, on est prêt. Sortir blessé, c'est une chose, sortir mort, c'est une autre, quoi. C'est ça, c'est C'est ça, c'est c'est définitif là. exactement ça. Donc en fait, on vient plutôt mettre un gilet pare-balles où on s'assure que si on se prend une balle, on essaie de pas en mourir. Mais je promets pas que ce soit un bunker. Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, on est sur un budget qui va avec. Voilà, on peut faire un bunker, mais un particulier peut pas se mettre un bunker dans son jardin, quoi. Une TPE peut pas se permettre de s'offrir un bunker. Voilà, et nous les premiers, hein, d'ailleurs. Et les seconds enjeux, bah, ils sont sur du temps passé. Nous, ça nous énerve quand on entend des entrepreneurs qui passent leur vie. Je pense par exemple aux artisans ou tous ces métiers qui sont toute la journée en train de faire de la entre guillemets production. Alors voilà, chacun produit à sa façon. Soit aller sur des chantiers, ça peut être des pâtissiers qui font leurs Mmh. gâteaux, ça peut être des restaurateurs, enfin voilà, en tout cas qui font leur métier. Et le soir, ils rentrent chez eux et au lieu de profiter de leur famille, et ben, ils sont en train de faire leur administratif, envoyer leur devis, faire leur comptabilité. Ouais, je me dis, c'est pas normal, quoi. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent de tout synchroniser en temps réel. Ben, en fait, il suffirait de leur mettre un outil et ils gagneraient 3 heures par jour. Mmh, 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 mmh. On a vraiment voulu rationaliser. Et dans ce choix de rationalisation, c'est beaucoup Maxime, donc mon associé, qui est notamment sur le choix des technos. C'est des discussions qu'on a eues ensemble, hein, c'est des tests qu'on a fait ensemble. Et c'est Maxime derrière qui poussait un peu les outils à leur limite pour voir jusqu'où on pouvait aller. Mais on a essayé de faire un choix de technologie qui permettait, pour un coût rationnel, d'avoir l'efficacité la plus grande possible. L'idée, c'est pareil, c'est pas de promettre d'avoir le meilleur outil du monde. Par contre, c'est de promettre d'avoir des outils qui sont rationnels, qui sont pertinents et qui vont fonctionner de la meilleure des façons pour pouvoir au moins commencer déjà à travailler de façon centralisée et arrêter de perdre du temps et arrêter de devoir refaire des saisies dans un sens puis dans l'autre, avoir un abonnement à gauche, un abonnement à droite, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'on a le mot unique dans la société. C'est que l'idée c'est de venir remplacer tous les abonnements qu'il peut y avoir. On prend uniquement un abonnement chez nous et derrière nous on s'occupe de tout le reste. Du coup, ce que vous vendez, c'est à la fois de la tranquillité, je dirais deux aspects, la tranquillité d'esprit, en disant voilà, on vous met des choses en place, c'est relativement clé en main, Hmm. et en même temps, vous allez, et puis comment, oui, ça va être sécurisé, etc. Et puis surtout, vous allez gagner du temps, quoi. Et en fait, il y a plein d'enjeux et je pense que c'est une situation dans laquelle beaucoup de dirigeants de TPE se retrouveront. Et en tout cas, j'espère que ça leur parlera, mais j'en vois plein qui prennent un outil parce qu'ils me disent j'ai besoin d'un outil pour gérer ma base client. Voilà, ce qu'on Mhm. appelle nous un CRM, mais RM. dans le langage vulgaire, c'est un outil de gestion de la relation client. C'est en gros mots. Non, vulgarisé, pardon. Bah en fait, il y en a qui sont très bien. On peut prendre Mhm. HubSpot qui fait partie des leaders, hein, par exemple. Ou on va même pas parler de Salesforce, mais en tout cas des gros CRM. Une TPE va se dire ok, bah super, HubSpot, tout le monde me dit que c'est le meilleur, je vais prendre HubSpot. Alors, il va prendre la version basique, hein, déjà qui est à 30 balles par mois, Mhm. dans lequel il aura même pas tous les modules. Il va même pas savoir à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Finalement, il va essayer 3 jours, il sera engagé 1 an, il va pas l'utiliser. Il y a beaucoup d'outils qui sont pris aujourd'hui, et je pense que c'est aussi un peu un business model de SaaS qui peut fonctionner aussi sur ce genre de quiproquo. C'est que finalement, les gens, c'est un peu comme un abonnement à la salle de sport. Les salles de sport savent qu'elles vont faire la majorité de leur marge sur les gens qui viennent pas. C'est pas ceux qui sont là tous les jours qui leur apportent de l'argent. Enfin, si indirectement, ils leur font de la pub parce qu'ils sont tout beaux, tout musclés, mais c'est pas eux qui rapportent de l'argent. Ouais, Et de la même façon, sur les outils SaaS, on a la même problématique, c'est que mettre un outil c'est cool, aussi bien l'outil soit-il, s'il y a personne derrière pour aider à l'intégrer et à l'utiliser, bah, ça sert pas à grand chose, quoi. mhm. Et c'est pour ça que nous on a vraiment cette dimension utilisateur qui est très présente et qui fait vraiment partie de nos valeurs, qui est qu'on vient pas juste intégrer des outils, parce que là on a parlé de la partie métier, on a un peu parlé de la partie sécurité, mais c'est toute la partie infra cloud qui est importante avec la mise en place d'un environnement Office 365, la mise en place d'un SharePoint justement pour venir parler de sécurisation des données, la gestion, l'attribution des droits. Voilà, on peut vraiment aller assez loin aussi sur la partie infra, sécurité, fournir, en tout cas,
On a des partenaires pour ça, parce qu'on n'est pas fournisseur matériel aujourd'hui. On a des partenaires pour venir faire les bons choix en termes de matériel, venir les mettre en place, et pouvoir nous aussi gérer toute la partie gestion de parc à distance via LinkedIn et compagnie. Donc voilà, on va aussi assez loin sur la partie infra cloud. Mais ce qui est important, je trouve, c'est que comme je disais, c'est la partie utilisateur. Et donc on a mis un support utilisateur qui est joignable tous les jours pour toutes les problématiques, c'est-à-dire que peu importe ce qui ne fonctionne pas, c'est nous qu'il faut appeler. Même si c'est ton PC que t'as pas acheté chez nous, on s'en fiche que tu l'aies pas acheté chez nous. Ce qu'on te demande, c'est que si tu as un problème, tu nous appelles. Nous, ça fait partie du service qu'on te donne, de t'aider à te dépanner, parce que c'est pareil quand les dirigeants ou les employés ont des problématiques informatiques. Je fais une bêtise, ils n'arrivent pas à imprimer. Ils vont appeler le mec qui leur a fourni le PC qui va dire que c'est de la faute de l'imprimante. Ils vont appeler le fournisseur de l'imprimante qui va dire que c'est à cause du réseau. Et ils vont appeler Orange qui va dire que c'est à cause du PC. Voilà. Et en fait, les gens ils sont perdus à la fin parce que tout le monde se rejette la faute et personne prend les décisions. Et puis des fois c'est même pas spécifiquement la faute de l'un ou de l'autre, c'est la communication entre les deux, c'est quelque chose un peu plus global. C'est ça. Et donc nous on est vraiment là pour prendre le relais sur tout ça en fait, enlever toutes les problématiques du quotidien. Et si on doit après prendre le relais avec un fournisseur, on prendra le relais avec un fournisseur. Mais en fait quand nous on va arriver, déjà on n'aura pas la même posture parce qu'on vient de l'IT et que du coup on parle le même langage. Donc quand on va nous dire non c'est de la faute du fournisseur internet, on dira non, attends. Là regarde les logs ou là attends je t'envoie les logs en PJ ou regarde le message d'erreur ou attends moi j'ai déjà fait des tests sur la box par exemple, regarde tout est au vert. Donc non. Et nous on est capable en fait d'avoir le jargon technique et la technicité pour pouvoir recadrer et en fait réussir à avoir une solution. Donc c'est là-dessus en fait où on intervient sur toute la partie incidentologie, donc aide au quotidien, mais aussi sur l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on vient vraiment en assistance. Et quand il y a une question de comment on fait, ou est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, nous on est aussi présent pour. Alors soit c'est parce que c'est quelque chose de technique. Est-ce que c'est possible de créer un dossier pour que juste telle et telle personne puisse y avoir accès? On va dire on va le faire, qui doit y accéder? Ok, je le crée dans le SharePoint, on attribue les droits, voilà le lien, et c'est déjà fait. Ils n'ont pas besoin de s'en occuper, on va faire toute la gestion d'Azure AD. Ou bien sur de l'environnement fonctionnel, et auquel cas on va dire ok, faut faire l'évolution de l'outil, pas de problème, on va faire la custo, on va dessiner le workflow, on va mettre en place l'automatisation, etc. Ou bien tout simplement il y a un incident, et auquel cas on le prendra aussi en charge. Et derrière, sur la partie progiciel, comme on est partenaire du fournisseur et de l'éditeur, on a aussi accès à un support technique un peu plus poussé et un peu plus rapide. Donc de la même façon, on arrive plus facilement à avoir les solutions aux incidents qu'il y a un client particulier. Enfin, quand je dis particulier, c'est pas dans le sens un particulier, mais unitaire. Donc voilà, il y a un peu tout ça sur lequel on vient agir. Et on a mis aussi des modules e-learning avec pas mal d'informations qui sont disponibles directement sur notre site à condition d'être client. C'est des choses qui sont pas disponibles en libre accès pour les non-clients, évidemment. Plus toute la partie self-help qui va permettre de façon autonome de pouvoir résoudre quelques incidents ou quelques assistances qui sont directement disponibles via des articles. Et comme ça, après, chacun consomme comme il le veut. Qui préfère aller regarder s'il n'y a pas déjà la solution et puis l'appliquer eux-mêmes parce qu'ils sont très autonomes et ils veulent garder cette autonomie sur les outils. Ou des personnes qui ont plus besoin d'accompagnement, qui sont un peu plus timides à l'utilisation. Et auquel cas, on est là, on prend la main s'il faut et on guide pour vraiment faire monter les gens en compétences et justement augmenter le taux d'adhésion des outils au sein des entreprises. Tu me disais quand on préparait cet épisode que tu t'adresses à des entreprises de petite taille aujourd'hui, qui ont pas forcément les moyens et, ou la culture de mettre en place. C'est quel type d'entreprise pour préciser à qui tu t'adresses? Alors, en termes de taille, aujourd'hui, notre cible, on l'a estimé. Alors, on part du solopreneur. Vraiment, même une personne toute seule peut parfaitement passer chez nous. Au contraire, je pense qu'on est très pertinent pour les solopreneurs parce qu'on a fait une offre qui est encore plus accessible, alors qui est moins customisable, mais parce qu'en même temps, un solopreneur n'a pas forcément de besoin très spécifique. Je pense qu'il faut aussi apprendre à rentrer entre guillemets dans un moule, parce que les outils tels qu'ils ont été conçus, ils n'ont pas été conçus pour rien. Et donc il y a des bonnes pratiques dans l'IT, des bonnes façons de travailler, qui en fait quand on les
adoptent, on se rend compte qu'elles nous font gagner un temps qui est énorme. Et donc parfois, apprendre à travailler avec un outil très cadré, bah, ça nous oblige à prendre les bonnes pratiques et justement pas commencer à faire des choses qui n'ont pas forcément de sens et sur lesquelles, in fine, on perd du temps. Donc on a fait une offre qui est encore plus accessible pour les solopreneurs, pour justement avoir un environnement, on est autour des 55 € par mois, et dedans, tu as ton site web, un O365, pour le coup uniquement en version web, hein, pas la suite applicative, mais on a quand même toute la suite bureautique, le SharePoint avec du stockage de dispo, de la gestion de droit, de la sécurisation. Pour 55 € par mois, je pense qu'on est plutôt compétitif avec toute la partie support qui est pareil, hein. Tout ce qui est service, en fait, c'est en illimité. Une fois que le service est pris chez nous, toute la partie administration, support, assistance est en illimité chez nous. Et ensuite, pour les TPE, là, donc on part à partir de 2, et notre cible, on va dire qu'elle s'étend jusqu'à 30 personnes. Donc de 2 à 30 personnes, on va dire que là, vraiment, c'est notre cœur de cible aussi sur les TPE. On essaye de pas aller trop au-delà parce que là, effectivement, on va commencer à rentrer dans du spécifique. Oui. Donc, à ce moment-là, nous, on va un petit peu perdre de l'intérêt et il faudrait plutôt passer par un intégrateur classique. C'est-à-dire qu'il va juste prendre un besoin tel qu'il est exprimé et le mettre en place dans l'outil. Là où nous, on a plutôt une approche différenciante qui est, on ne travaille pas que sur un logiciel, on travaille vraiment sur l'ensemble et on vient mettre un environnement simple mais efficace. Et en termes de métier, très sincèrement, il y a très peu de freins. En fait, la majorité des métiers sont faisables aujourd'hui dans la suite logicielle qu'on a choisie. Ça peut, voilà, dans nos clients qu'on on a du réseau d'affaires, on a une pâtisserie salon de thé sur laquelle on met du click and collect, tout l'environnement caisse, la gestion des bons à envoyer en pâtisserie, le service à table. On a un couvreur qui fait des chantiers sur lesquels il faut pouvoir suivre, où les clients puissent faire leur résa aussi pour les ramonages par exemple et compagnie. On peut adresser un petit peu tout. Et derrière, c'est comme on parle d'un outil de gestion centralisée, il y a des modules qu'on vient activer ou non. Un peu comme on a un App Store sur Android, en fait, on a la possibilité sur le logiciel de venir choisir les modules dont on a besoin. Nous, éventuellement, de les custo s'il faut les adapter un petit peu, pour que ça puisse venir répondre aux besoins. Après, évidemment, il y a des limites. Un graphiste, il n'y a pas Photoshop dedans. Il y a des outils qui sont spécifiques métiers. Voilà, un architecte, effectivement, il n'y aura pas la partie création de ses plans, etc. Mais ça, en même temps, c'est logique, ça c'est son métier, il le fait à côté. De la même façon que pour un maçon, l'outil fait pas de ruelle. Enfin voilà, j'exagère un peu. Mais voilà, il y a, on va dire, ce dont on a besoin pour faire son métier, ce pour quoi on est formé. En tout cas, tout ce qui va être gestion de l'entreprise, tout est pris déjà dans le RP. Et ça va du site web à la détection des leads, au suivi des clients, jusqu'au devis, la compta, la facturation, la gestion de ses employés, etc. Au tout début, on parlait un peu de performance. Euh, Tu observes quel type de gain pour les entreprises une fois qu'ils partant de la situation actuelle, parce qu'il y en a, et je pense que les niveaux doivent être hétérogènes entre juste le fichier Excel, la Google Sheet et des gens qui ont peut-être déjà un CRM ou des logiciels facturation. Enfin, je peux prendre un très bon cas d'usage, là, le prospect qu'on est en train de travailler, qui devient un client parce qu'on est en train de mettre en place son environnement, qui est couvreur. Aujourd'hui, il travaillait avec sa femme, alors il a des employés, mais il travaillait avec sa femme sur la partie staff. Ils sont deux à piloter l'entreprise. Les employés, eux, c'est des couvreurs qui sont sur les chantiers, donc ils ont très peu d'interaction avec la partie administrative. Ce qui est logique, hein, c'est pas du tout le but. Mais en même temps, sa femme, elle a une autre activité à côté, et donc elle a besoin de se libérer du temps. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que le jour où sa femme prendra plutôt son activité, elle, à 100%, il n'est pas besoin de la remplacer. Donc déjà que lui, il puisse passer moins de temps à faire de l'administratif, parce que malgré que sa femme soit présente, il a quand même besoin de passer du temps à faire de l'administratif, créer des devis, les suivre, etc., hein, ce qui est normal. Mais aussi sa femme, elle est blindée quasiment à plein temps pour faire de l'administratif. Et donc, avec tout ce qu'on est en train de mettre en place en termes d'outils, on se rend compte que finalement, sa femme n'aura pas forcément besoin d'être remplacée, ou au pire, peut-être prendre 2 heures de prestat administratif par semaine, juste pour suivre quelques sujets, mais ça s'arrêtera là.
parce qu'en fait, la majorité des actions auront été automatisées. Je pense par exemple, les couvreurs me parlaient d'une forte période aujourd'hui qui leur demande beaucoup de temps en gestion, qui sont les ramonages. Mhm. Donc en fait, toute la phase hivernale, eh ben, elle passe son temps au téléphone, poser des rendez-vous, gérer les plannings des gars. Et en fait, tout ça, on l'a automatisé via de la prise de rendez-vous en ligne. Les clients peuvent directement prendre rendez-vous en ligne, ça affecte automatiquement aux bonnes personnes, par secteur, etc. Et donc finalement, tout ce temps qu'elle passe aujourd'hui au téléphone full time, il est divisé par 100, quoi. Enfin, elle a quasiment plus rien à faire. Et donc c'est vraiment Oui, ça. c'est le client qui choisit son propre créneau, t'as pas de discussion. En fait, C'est ça. t'as pas besoin d'être présent, tu vas juste organiser l'activité derrière. Et encore l'activité, comme c'est du dispatch auto, la seule chose qu'il y a à faire, c'est vérifier, éventuellement redispatcher un petit peu manuellement s'il y a des choses, des spécificités à faire. Si on se Oui, dit, ah t'as bah non, quelqu'un qui est finalement, j'ai peut-être malade, en envoyé tel congé. gars parce que du coup, lui, ça me libère pour un gros chantier. Voilà. Donc en fait, on arrive à un stade de, ok, ça m'a déjà pré-généré tous mes plannings. Ils ont été remplis par toutes les demandes des clients, donc j'ai déjà répondu à toutes mes demandes de clients. Maintenant, ma dernière étape, c'est de dire, ok, je fais une phase de contrôle. Est-ce Mhm. que j'ai des chantiers que je vais essayer de faire rentrer à gauche à droite, et auquel cas je vais peut-être essayer de déplacer un petit peu sur un gars. Je vais peut-être voir si un client ne serait pas disponible plutôt tel jour, parce que du coup ça me permet de libérer une demi-journée. Voilà, on va dire la phase intelligible et en tout cas sur laquelle on a une valeur. Et même pour l'entrepreneur, finalement, on se dit, ok, là quand j'en arrive à là, c'est que ce que je fais, ça a une valeur. Parce que du coup, je vais pouvoir caler un chantier en plus, parce que du coup, je peux répondre à un projet plus gros, etc. Mais il n'est pas en train de faire toute la partie, juste prendre des calls, ok, vous êtes dispo quand. Et de la même façon, pour les clients, bah, en termes d'expérience, c'est super simple. Il va sur le site web, il regarde les dispos, et voilà, il regarde son agenda, il est tranquille chez lui. Voilà, on sait tous, on n'aime pas prendre des rendez-vous au téléphone parce qu'on nous propose un créneau, on sait pas si on est dispo, puis on n'ose pas trop dire non. Alors des fois, on se met un peu, voilà, un peu dans la panade parce que finalement, on dit oui parce qu'on en a besoin, en même temps, on n'est pas vraiment dispo. Enfin, voilà. Donc on essaie vraiment aussi de rendre la prestation plus premium et l'expérience de ses clients de meilleure qualité. Donc, il y a toute une partie fidélisation des clients, on rend l'expérience client plus intéressante et plus qualitative. Et en même temps, bah, l'entrepreneur, lui, passe beaucoup moins de temps à faire de l'administratif. Et il se rend compte qu'il n'aura pas forcément besoin d'embaucher une personne à plein temps le jour où sa femme voudra partir à plein temps sur son activité à elle. Donc en fait, les gains, ils sont multiples. Voilà, je passe à répondre à ta question, Oui, oui, mais oui, ça répond à ma question. Ben, écoute, je te remercie parce que j'essaye de, oui, ce qui m'intéresse, je suis en train de bafouiller, pardon. pas de souci. Je me reprends. Euh, oui, oui, ce que je trouve intéressant. Donc, en résumé, hein, pour faire le wrap-up de ce qu'on s'est dit, c'est que comment tu vas mettre en place quelque chose, une solution qui est packagée. On parlait à la fois pour les outils bureautiques et puis les outils administratifs, et que tu vas prendre en charge la gestion pour le compte des entreprises, quoi, pour leur simplifier la vie. Et donc à la fois simplifier, et puis comment les gens qui vont passer leur soirée à faire des devis, des factures, etc. Là, je pense aux artisans en particulier. Le couvreur, oui, ça doit être ça. Et, Mm. et qui en fait travaillent tard le soir sur ces choses-là, ça leur prend énormément de temps. Là, ça leur simplifie la vie. Et Bah c'est voir ça, ça se fait au fur et à mesure, quoi. Ça se fait au fil de l'eau. Tu discutes avec le c'est client, ça. t'as juste à vérifier que ce que t'as mis c'est bon, et puis ça part chez le client, quoi. C'est ça, on a des automatisations qui sont très très poussées. Par exemple, on part de sa gestion des clients. Mm. On est toujours dans son outil de gestion client en fait. Mhm. À partir du moment où il va passer un client en gagné, donc c'est-à-dire que le client a signé le devis, ça va automatiquement créer un projet. Donc le projet va servir de suivi de chantier, sur Mhm. lesquels on a déjà préparamétré toutes les tâches qui vont être à faire avec des affectations. Et de la même façon, quand on va planifier, en tout cas passer les tâches, on est sur des modèles Kanban, hein, de à faire à terminer. Et tu les fais Si- avancer, C'est ça. ouais. Par exemple, si c'était planifier le rendez-vous de chantier, à partir du moment où on la passe en terminé, ça va envoyer automatiquement une communication au client par SMS en disant votre rendez-vous a été fixé telle date avec telle personne. En fait, on a automatisé aussi toute la communication qu'il y a derrière. Mm, mm, mm. Et donc finalement, pour l'entrepreneur, au-delà de se dire, ok, il faut que je prévienne mon gars qui va là, il faut que je prévienne le client que c'est tel gars qui va venir, et que je centralise ça quelque part. En fait, lui, il fait un drag and drop, il passe son truc de à faire à terminer, et toutes les coms se sont faites.
Son gars, il a reçu le message de où il doit aller, ce qu'il doit faire, et le client, il a reçu un SMS, bonjour, on viendra à telle date, et c'est Monsieur Machin qui vient pour faire la visite de chantier. Il y a 2 ans, j'étais en Roumanie et il y a quelqu'un qui me disait, c'était pour aller regarder des développeurs là-bas. Puis il disait, mais pourquoi tu travailles pas directement en Roumanie? Les entreprises sont assez en retard sur la digitalisation. Il y a il y a un vrai besoin. Et finalement, je me rends compte que même que ce soit les grosses ou les petites entreprises, alors qu'on a beaucoup d'outils, finalement, le besoin en France également, il y a un gros besoin à couvrir également. Après, on est sur une cible qui est moins facile, parce que on n'est pas... enfin, moins facile. Différente, plutôt. Parce que plus accessible, plus facile de parler à des TPE que de parler à un DSI ou Mhm. un Head of Data ou ce que tu veux dans les grands comptes, parce qu'ils sont pas sursollicités. Mais en même temps, c'est pas... voilà, je t'ai expliqué un peu mes prix. Un client, c'est pas lui qui va me faire vivre. Voilà, Mhm. il faut que je fasse beaucoup de clients pour être rentable. Mais parce que c'est un choix et c'est que c'est aussi des valeurs qu'on veut défendre. Et du coup, on a vu un peu le parc de TPE comme étant un client. Et du coup, c'est en rajoutant le maximum d'utilisateurs que nous, à un moment, on arrive à un seuil de rentabilité. Mais du coup, ça veut dire que ça demande un effort commercial qui est assez intense. Et ça demande aussi une équipe technique derrière qui est au taquet parce que chaque client aura quand même des spécificités et du coup, on passe plus de temps, quoi. On n'est pas sur un environnement unique. Donc c'est vrai que ça demande plus de travail. Voilà. Enfin, en tout cas, pour derrière en run et en commerce, ça demande plus de travail. Et donc je comprends aussi que c'est pas une cible très sexy pour la majorité des ESN qui préfèrent aller signer des deals à 1 million, quoi. Oui, mais après, il faut des solutions bien packagées Mm. qu'on puisse répliquer, parce que finalement, les besoins des petites entreprises, faire une facture, que ce soit une petite ou une grande entreprise, c'est toujours le même travail de faire une facture, quoi. Et complètement, mais c'est pour ça qu'on s'est dit en fait, Et il y a la même complexité, quoi. C'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. c'est ça. Et c'est là-dessus où aujourd'hui, nous, on est quand même plutôt fiers de se dire qu'on a une organisation qui permet aux TPE de fonctionner de la même façon que le ferait une grande entreprise et de façon la plus optimisée, la plus industrielle possible. Le mot que tu utilises, industriel, c'est la contrepartie pour rester dans des prix parce ils ont pas le même budget qu'une grosse entreprise, c'est de rentrer dans un cadre relativement standardisé. Oui, mais c'est un cadre aussi. En fait, ce cadre, il leur permet aussi d'apprendre à avoir les bonnes pratiques sur justement comment on gère numériquement une entreprise. Hum, hum, Parce que eux, ils sont très bons pour faire leur métier. Et je veux dire, je hum. le disais à mon couvreur, par exemple, je veux dire, ouais, on me mettrait sur un toit. Bon, Tu voilà, risques de tu tomber. donnerais un marteau à un chien, ça aurait le même effet, quoi. Je serais là, ok, c'est super, mais je sais pas ce que je suis censé faire. De la même façon, en fait, nous, gérer tout l'environnement numérique d'une boîte, c'est notre Hum, spécialité. hum, C'est-à-dire, ça hum, fait 12 ans qu'on fait de l'IT pour les grands comptes, du support, hum, qu'on gère hum. l'utilisateur, qu'on gère du logiciel. Ça, c'est notre métier. Ouais. Donc, en fait, si on a mis des standards, on sait pourquoi. Voilà. Donc, en fait, c'est à nous de les accompagner et à Hum, hum. leur faire comprendre pourquoi ce standard il est important et pourquoi en fait c'est important ils apprennent à utiliser des choses qui sont standards avant de passer sur du spécifique. Parce que quand ils auront touché les limites du standard, déjà c'est qu'en fait ils iront assez loin. Ouais, ouais, ouais. Mais ça demande effectivement de l'accompagnement et ça c'est quelque chose sur lequel, c'est pour ça que je disais en fait un outil sans l'accompagnement il sert à rien parce que les outils sont divisés en standards. Les gens s'ils sont pas accompagnés en plus personne leur intègre leurs données, ils sont là ils vont ajouter 3 contacts dedans et puis ça va s'arrêter là. Très bien. Voilà monsieur le Marc. Merci beaucoup, Joseph, de nous avoir parlé de ce que tu fais, et puis c'est un domaine on entend moins souvent, dont on entend moins souvent parler, effectivement. Les petites entreprises, bah, qui sont en fait les plus nombreuses, quoi, et pas seulement en France. Et donc il y a des vrais besoins à adresser, quoi. C'est clair. Bah, merci beaucoup, Joseph. Bah, merci Merci de à nous avoir toi. consacré ce temps. Avec Et plaisir. puis, ben, plein de succès pour la suite, alors. J'espère, l'avenir nous le dira.
Au revoir. Merci Marc, au revoir. Allez, j'ai terminé là.